en fait, la peur, c'est quand même, si vous voulez, à force d'être sous cette idéologie qui prétend nous protéger de la peur, il faudrait nous mettre à l'abri de la peur, soi-disant, alors qu'en fait, donc finalement, il faudrait que nous soyons libérés de la peur. Alors qu'en fait, la peur peut être vue comme un moment qui va nous amener vers la libération, au contraire. Puisque c'est un moment nécessaire qui va amener la colère et qui va amener la révolte face à une situation. Or, la résilience travaille totalement en sens inverse, puisque la résilience est une anti-résistance, en fait. Elle résiste profondément à la résistance, la résilience. Et c'est pourquoi elle vante les mérites de se mettre à l'abri de la peur, c'est-à-dire elle veut à tout prix éradiquer la peur, au contraire. La réduire à néant de manière à ce que les conséquences de la peur ne surgissent pas, à savoir la colère et la révolte. C'est bien, la résilience est bien un outil au service de la perpétuation de l'existant, en fait. C'est bien ça qui pose problème. Et donc plutôt que de nous libérer de la peur, il faudrait, je pense, que nous ayons peur afin d'être libres, en fait, pour reprendre la formule du philosophe Gunther Anders. Sinon, nous n'avons plus l'opportunité de prendre conscience que l'on mène une existence dans un monde qui est falsifié c'est-à-dire un monde dans lequel on est sans arrêt en menace, sous la menace. Et donc, on n'a plus rien à opposer, en fait, à cette menace, finalement. Puisqu'on ne s'attaque pas aux causes, mais au réel, mais on s'attaque aux effets. Et la peur est un de ces effets. C'est pour ça qu'on tente de l'éradiquer. Et quand je parle d'éradiquer la peur, je l'ai dit, le responsable de l'OMS que j'ai cité tout à l'heure il dit qu'il faut éradiquer la peur du Covid-19. Mais en fait, cette volonté d'éradication de la peur, elle existe bien chez les neuropsychiatres eux-mêmes, la nouvelle école des neuropsychiatres qui, eux, travaillent directement, qui veulent travailler en tout cas, sur les circuits neuronaux, et qui en fait ont pour ambition, j'en cite quelques-uns dans mon livre aussi, avec des références, donc, parce que ça paraît tellement ahurissant qu'on se dit mais c'est de la science-fiction, mais non, c'est du réel. Ces gens qui en fait ont une audience gigantesque où ils rassemblent des milliers de gens qui viennent les applaudir pour qu'ils leur racontent qu'en fait on fait des progrès scientifiques majeurs parce qu'on est en train, actuellement la neuropsychiatrie est en train d'acquérir la capacité à éteindre les circuits de la peur. C'est comme ça qu'ils le disent. To switch off. C'est-à-dire éteindre, appuyer sur le bouton. Donc, en fait, intervenir sur les circuits neuronaux de manière à pouvoir gérer ces circuits de la peur, en quelque sorte. Donc, il s'agit bien d'éteindre la peur de manière à nous apprendre à mieux étreindre notre malheur. C'est le fond de commerce de la résilience depuis les débuts. Enfin, je dirais, depuis qu'elle a été sortie de sa boîte initiale de la science physique pour devenir cette espèce d'outil pseudo-thérapeutique qui ne résout absolument rien. En fait, là, ce que je veux dire en conclusion, c'est que ce qui est assez évident, c'est que de plus en plus, et ça, je pense que c'est un tournant que nous donne, qui vient avec Fukushima, c'est que la doctrine de la résilience s'établit clairement aussi après cette catastrophe, parce que et de manière claire, désormais, l'administration du désastre, c'est-à-dire en fait sa gestion, et la manière dont on utilise le désastre presque comme médicament pour résoudre le désastre. En fait. Donc administrer le désastre, c'est aussi ça, c'est administrer au sens médical, comme si on administrait le désastre, on l'utilise pour résoudre le désastre. On utilise une technologie encore plus désastreuse pour résoudre le désastre causé par une technologie, etc. etc. Eh bien, l'administration du désastre, de moins en moins, bien sûr, ça reste une question d'ordre technique,
d'ordre, mais c'est de plus en plus aussi une question d'ordre psychologique. Donc il s'agit bien de plus en plus, en fait, la, la- la- la cogestion généralisée des désastres et de leurs dégâts et devient de plus en plus indissociable de la cogestion, de la gestion des sentiments et des émotions à l'égard des catastrophes. Il s'agit bien de gérer les émotions, de gérer les sentiments, tout autant que de gérer la catastrophe d'un point de vue matériel et technique, on va dire. C'est pourquoi la résilience devient un outil central dans cette... donc la résilience comme technologie du consentement devient un outil central dans cette gestion. Bien sûr, ce n'est pas le seul outil, hein, mais parce que finalement la morale de la fable de la résilience, c'est toujours la même. Et elle est très simple. Je l'ai évoqué plus haut, mais c'est rien ne sert de se fâcher, il faut résilier à point. Voilà. C'est comme une fable oui, de La Fontaine, quoi. Mais version catastrophique. Quoi. Voilà. Si vous voulez, on peut encore échanger, pas trop longtemps. Mais quelle heure il est 9h, 21h32. 21h30. Mais je peux essayer de répondre à quelques questions. Vous pouvez réagir et vous exprimer librement aussi. Hein. Moi, je vais peut-être réagir. Enfin, c'est forme de question, mais j'ai l'impression que vous donnez quand même de la résilience. Enfin, vous dites d'ailleurs, c'est la technologie du consentement. Moi, la résilience... Du consentement. Oui. Oui, c'est ça. Mais moi, la résilience, au départ, c'est pas ça. Parce qu'à un moment donné aussi, il y a l'histoire de l'instinct de survie. C'est-à-dire que moi, je fais la différence entre la résilience qui serait vécue comme un instinct de survie venant de soi-même. Venant de Soi-même, c'est-à-dire que c'est ça, c'est naturel. Oui. Et puis la manipulation qu'en font les pouvoirs publics, enfin, etc., tous les lobbyistes de toutes sortes, de façon à soumettre effectivement les gens les habituer à l'idée que de toute façon la catastrophe va arriver, mais que ce ne sera pas grave. Oui. Et ça n'apparaît pas du tout. Alors moi, je pourrais prendre un exemple, par exemple, que vous connaissez bien, parce que je crois que vous étiez prononcé dessus, c'est l'histoire du Naoto Matsumura, là, qui est resté, qu'on appelait le dernier homme de Fukushima. Je crois que vous avez eu des mots assez sévères sur... enfin, autant que je me souvienne, peut-être je me trompe. Oui, oui. Enfin, j'ai eu des mots sévères sur les débiles mentaux qui ont détourné ce personnage, pas sur le personnage lui-même. Bon, alors justement, j'aimerais bien qu'on en parle, parce que pour situer un petit peu, c'est un Japonais qui lui a choisi, je pense, qu'il n'a pas été manipulé, qui a choisi de rester en zone contaminée pour s'occuper de ses animaux, parce qu'il a dit à un moment donné, pour moi, toutes les vies sont égales, et donc je ne vois pas pourquoi j'abandonnerais mes animaux. Quand on voit les images qu'il y avait sur Fukushima, des tables entières de vaches qui ont crevé sur place, enfin, il n'y a même pas... Bien sûr, bien je sûr. pense qu'on ne peut pas imaginer l'état de souffrance dans lequel... Bien sûr, c'est terrible. Et moi, je trouve que c'est tout à fait louable, même si, après, effectivement, on peut lui reprocher de donner une image de la vie en territoire contaminé qui tendrait à montrer que finalement, c'est pas si grave que ça, vivre en territoire contaminé, puisque 10 ans après, il est toujours là, il n'est pas mort, enfin, etc. Mais enfin, il avait peut-être l'âge aussi d'être atteint par les radionucléides. Effectivement, après, peut-être que son cas a été utilisé, mais pour montrer quoi? Et là, vous avez eu des mots assez sévères. Il est venu en France, et vous avez eu des mots assez sévères vis-à-vis de Bachar Rivazi, Jodé Bové, etc., qui l'ont accueilli. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça, parce que... Mais qu'on en parle comment? Ben, je vois pas pourquoi c'était pas bien de Vous ne comprenez pas? Oui. Vous avez lu mon livre ou pas? Non, je n'ai pas lu, justement. Quoi. Non, ah oui, je vais l'acheter. Non, mais parce que je m'explique assez clairement oui, là-dessus. D'accord. Parce que justement, je pense que ça peut être un exemple de la différence entre la résilience autonome, d'accord. Et l'utilisation qu'on peut faire. Je comprends. L'utilisation politique. Voilà, c'est ça. En fait, je ne veux pas passer des heures là-dessus parce que c'est difficile pour les. Bon, mais pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, mais moi je n'ai. D'abord,
moi, ce qui m'a révulsé dans cette affaire de Naoto Matsumura, c'est bien sûr pas lui. D'ailleurs, il faut préciser que ce monsieur, personne au Japon ne l'a jamais, ne s'est vraiment intéressé à lui. Enfin, les gens, bon, il n'a pas été le seul d'ailleurs. Il n'a pas été le seul à faire ça. Alors, en plus, des gens qui sont restés en zone contaminée, il y en a à peu près 10 millions. Après, on peut discuter, on va dire, ben non, il y en a eu 2 millions, enfin bon, bref, il y en a quelques millions. Donc, ça fait beaucoup de derniers hommes de Fukushima, je trouve. Il aurait fallu écrire les derniers hommes et les dernières femmes, et les derniers bébés, et les derniers. Donc, ça fait pas mal de gens, quoi. Donc, je ne comprends pas pourquoi, enfin, si, je comprends. Pourquoi on a parlé de dernier homme? C'est une foutaise totale. C'est pour faire un succès éditorial sur le dos de ce monsieur qui, lui, a fait ce qu'il a voulu faire, ce qui lui semblait bon de faire, et que jamais, personnellement, je ne me permettrais de critiquer. Si ce n'est que pour dire qu'effectivement, il amène, il met... Alors, est-ce que c'est lui, ou est-ce que... En tout cas, ces exégètes l'ont utilisé comme symbole de la résistance, d'une résistance, qui pour moi est un symbole de résilience, en fait. C'est-à-dire que c'est un symbole de sacrifice. Pour moi, il se sacrifie. En fait. C'est la lecture que je fais. Et il donne l'impression qu'effectivement, on peut se sacrifier. Et quand il est venu en France et qu'ils l'ont trimballé au Parlement européen, etc., ce monsieur, les gens qui étaient autour de lui, ils parlaient d'une troisième voie. C'est-à-dire, entre rester, entre guillemets, bêtement, et partir, entre guillemets, presque aussi bêtement, certains Français ont parlé d'une troisième voie. C'est pas moi qui... Une troisième voie, Naoto Matsumura symbolisant cette troisième voie qui consistait à rester en résistant. Mais non, on ne peut pas rester dans la radioactivité en résistant. Parce que quand on est dans la radioactivité, on perd ses moyens, on est dans la gestion quotidienne de la radioactivité. On ne peut pas résister dans la radioactivité. Moi, j'ai participé à des groupes, j'ai vécu les choses d'un peu près, mais je ne vais pas vous raconter ma vie parce que ça va vous donner l'impression que moi, je n'ai pas plus de légitimité parce que j'ai vécu là-bas, parce que j'ai vécu dans des groupes qui ont voulu faire des actions, etc. Je n'ai pas plus de légitimité pour autant. Donc, mais simplement, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai bien vu qu'en fait, tout ce qui consistait à encourager les gens à rester, ce n'était pas bon. En fait, ce qu'il fallait, le peu qui a fonctionné, c'était d'encourager les gens à partir. Une fois qu'ils étaient partis, qu'on pouvait les accueillir, les faire vivre dans des conditions décentes à l'extérieur des zones contaminées, là, pouvait s'organiser une résistance. C'est-à-dire, pouvait s'organiser une critique, concrètement. Une critique de la situation, pouvait s'organiser une contre-attaque aussi, notamment juridique, etc. Mais mettre ça en place à partir de l'intérieur, quand on est complètement sous le joug, en fait, d'une vie où on passe son temps à mesurer, savoir où est-ce qu'on va marcher, etc., je n'ai rien vu d'efficace. Moi, tous les laboratoires citoyens, etc., qui ont passé leur temps à faire de la mesure pour apprendre à survivre dans les conditions, moi je dis, ces gens-là se sont trompés. Oui, effectivement, je dis, ils se sont trompés. Alors c'est vrai que ça ne plaît pas beaucoup, parce que ce sont des mouvements citoyens. Je vais vous en donner la preuve. Ils se sont trompés parce qu'au bout d'un moment, ils faisaient des mesures, ils collectaient les mesures. Mais dans les groupes de citoyens, il y avait des agriculteurs aussi. Donc au bout d'un moment, alors, on se disait, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces mesures? Les mesures, il faudrait les utiliser pour les procès, pour mener des procès contre les responsables du TEPCO, contre le gouvernement local, etc. Oui, mais le problème, c'est que si on va en procès avec les mesures qu'on a prises, on va montrer à tout le monde qu'en fait, on a pris des mesures élevées. Or, on a des agriculteurs dans notre groupe qui, en fait, voudraient bien vendre leur riz. Et qu'en fait, si on révèle partout qu'ils cultivent du riz dans des zones pourries, eh ben, ils vont se retrouver en porte-à-faux. Donc, on a voulu ménager la chèvre de chou, ce qui est totalement humain. Hein, mais c'est pour vous dire qu'en fait, lutter quand on est le nez dans la menace, le nez dans
enfermé dans la radioactivité, dans la nuisance, moi je pense que c'est pas efficace du tout. Et les vrais résistants, pour moi, c'est ceux qui sont sortis, comme ceux qui sont sortis des zones occupées en France, d'une certaine manière. Et il faut se retirer, faire un maquis, et là, construire des actions. Ça, c'est intéressant. Mais après, rester dans le cambouis et prétendre résister, pour moi, ce n'est pas de la résistance. Je pense que Naoto Matsumura, malheureusement, il ne résiste à rien. Il est simplement en train d'essayer de résister avec son corps contre la radioactivité. J'espère pour lui qu'il tiendra toute sa vie, qu'il tiendra longtemps. Mais je pense qu'il ne tiendra pas longtemps, premièrement. Et encore une fois, son expérience est amplement observée par les pouvoirs publics qui se disent mais tiens, c'est vachement intéressant, un mec avec des bêtes, alors on voit combien d'années, combien de temps, on se dit mais donc c'est que ça peut fonctionner, etc. Donc il y a une espèce... En fait, sans le vouloir, il est embarqué dans une mise en expérimentation de lui-même. Je pense que c'est ça le problème. Moi, j'accuse personne, mais c'est que de plus en plus dans les catastrophes, nous sommes embarqués dans des mises en expérimentation. Comme nous, avec le Covid, on a été embarqués dans une mise en expérimentation collective gigantesque de savoir comment on allait manipuler les outils numériques pour les passes, comment on allait se comporter avec ça, les confinements. On a fait partie d'une grande mise en bocal, d'une grande mise en laboratoire, et c'est pas facile d'échapper à ça. Mais en tout cas, il faut être lucide, parce que sinon, on prétend être libre dans un univers dans lequel on n'est absolument pas libre. Et ça, c'est dramatique, moi, il me semble. Voilà, voilà comment je peux essayer de répondre à votre question. Mais de manière insatisfaisante, j'en suis conscient. Mais, si vous voyez des manières de rebondir là-dessus, justement... D'autant plus que parfois on n'a pas le choix, on ne peut pas partir. À Tchernobyl, les gens ne pouvaient pas partir. Exactement. Donc, à Fukushima aussi, il y a plein de gens qui ne pouvaient pas partir. Oui, mais c'était moins vaste, plus, enfin bon, c'était des zones quand même plus peuplées, donc il y avait plus de personnes à déplacer, mais peut-être plus de possibilités d'accueil, parce que les gens qui sont sur la zone interdite, ou même sur toute la zone contaminée, jusqu'en Biélorussie, etc., pour eux, ils sont dans un tel état de pauvreté qu'ils n'avaient vraiment nulle part où aller. Donc, moi j'entends aussi ce que vous dites, un peu comme une critique du travail qu'a fait par exemple Nesterenko, qui lui allait faire des mesures. Moi, mais c'est pas une critique de Nesterenko. Nesterenko, à Tchernobyl, il a toujours dit qu'il aurait fallu évacuer à 60 km. Alors que les pouvoirs publics avaient évacué, je ne sais plus, à 20 km, etc. Oui, mais après, il allait faire le travail quand même qu'on fait les bien sûr, labos, et après, d'aller tout à fait. mesurer la radioactivité des gens et leur dire... Mais moi, j'ai jamais été contre ça. Mais je dis que... C'est ça que je veux dire. Non, comment? C'est pas la résilience. Non, ça dépend pourquoi on le fait. Si on le fait pour co-gérer le désastre à la place des pouvoirs publics, là, on rentre dans la résilience. Si on le fait pour construire une résistance, pourquoi pas? Mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Mais si on le fait pour faire vivre avec les gens, pour que les gens vivent avec la contamination, effectivement, là, c'est de la résilience, et c'est une catastrophe dans la catastrophe pour moi. Moi, là où je ne voyais pas très clair, c'est qu'en fait, on met des choses différentes derrière le même terme, quoi, résilience. Alors vous parlez de résilience lorsque les gens, vous disiez tout à l'heure, l'instinct de survie, c'est de la résilience. Non, c'est l'instinct de survie. Oui, on peut dire ça. Voilà. Après, moi j'ai jamais été contre l'instinct de survie. C'est au contraire, tout ce que je suis en train de dire, c'est au contraire revenir à la peur, à ces sentiments, à ces émotions basiques qui sont nécessaires pour pouvoir se sauver face à un danger. Mais ça, c'est pas de la résilience, justement. La résilience, ce serait au contraire de mettre tout ça sous le tapis et de vivre avec joie une collaboration à sa propre destruction, quoi. C'est ça, moi, que j'accuse, en fait. Mais c'est certainement pas d'avoir des instincts de survie. Ah non, moi, je suis pour les instincts, mais il faut les mener jusqu'au bout, quoi, après. Et c'est pour ça que il faut remettre l'importance de la peur dans la chaîne de peur, colère, action, révolte, quoi. Tu veux dire quelque chose, peut-être? Je me demandais si ce monsieur-là qui est resté, justement, est-ce que tout le monde... Enfin, est-ce que les pro-nucléaires le citent comme un exemple de vivre avec la catastrophe, quoi? Bon, est-ce que les gens s'emparent de cet exemple, ou même
certains Quand scientifiques les gens japonais. viennent réhabiter sur la zone, enfin voilà, est-ce que du coup il y a des scientifiques pro-nucléaires qui disent, bah voilà, on peut très bien vivre en fait en zone contaminée, quoi. Bah, il y a des gens qui l'ont aussi. Au Japon en tout cas, il y a des gens qui le prennent comme exemple oui, pour dire ça, oui, c'est sûr. Oui, ils l'ont pris comme exemple. Mais après, il ne faut pas en faire non plus. C'est un épiphénomène. Je veux dire, personne ne s'intéresse à cette personne, quoi. Mis à part Rivasi, quoi, pour faire de la propagande antinucléaire en France, quoi. Enfin, soi-disant antinucléaire en plus, parce que finalement, ça fait de la propagande, moi je trouve, pour le nucléaire, en fait. Mais bon. Mais ça, c'est tout le problème aussi de la lecture de ce truc. Moi, je pense que c'est contre-productif d'utiliser cette personne sacrifiée, c'est contre-productif de l'utiliser comme symbole d'une manière de lutter contre le nucléaire dans une situation de catastrophe. C'est contre-productif. C'est une erreur grotesque qui, en fait, est tout justement, va dans le sens de vanter les vertus d'une certaine forme de résilience, quoi, en fait. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. Ce n'est pas une résistance, je pense, que ce monsieur développe. Sauf sa propre tentative de résistance de son corps à la radioactivité, ce qui est une quasi-folie, quoi. Parce que moi, personnellement, à moins qu'il soit un surhomme, j'en sais rien. Mais je pense que là, il joue un peu quand même avec quelque chose de dangereux, quoi. Enfin, bon. Mais ça, c'est un jugement que je pose de manière très rationnelle sur un comportement qui, en fait, est un comportement de passion. Pour moi, c'est un bébé Christ, Naoto Matsumura. Et pourquoi pas, je le respecte, mais je ne veux, moi, je pense pas que ce soit la bonne démarche en situation de catastrophe, de manière collective, de tous devenir des bébés Christ. Non, mais je pense qu'il voulait juste vivre en accord, être cohérent avec ses valeurs. Tout à fait. Alors, et après, il y a des gens qui derrière en font une salade en montrant que ça serait la troisième voie. La troisième voie de quoi? Non, c'est pas la troisième voie, c'est sa voie, lui. Bon. Est-ce qu'un des buts ou un des effets de ce concept, c'est pas de culpabiliser aussi tous ceux qui vont pas s'adapter, quoi. Quand on entend la résilience à la radio, sur les médias un peu mainstream, j'ai l'impression que le sous-texte, c'est toujours... Il y a des gens qui sont broyés par le système, et ça les culpabilise, en fait, parce qu'il y a quelques-uns, alors qu'on va mettre en exergue, et du coup, on culpabilise un peu tous ceux qui pour des bonnes raisons, sont broyés, ou... Bah, évidemment. Et que c'était quasiment tout ça qu'on entend, en fait, quand on parle de ceux quelques-uns qui sont, des sortes de héros, je sais pas. Bien sûr. Bah, c'est bien ce qui s'est passé encore une fois à Fukushima, culpabiliser les gens qui partaient, en les rendant coupables pratiquement de la catastrophe, quoi. Parce que la catastrophe, c'était le fait que la communauté était, qu'il n'y avait pas de solidarité, que la communauté était cassée. C'est ça la catastrophe, c'était une catastrophe sociale. Parce qu'ici aussi, quand on entend Cyrulnik sur France Inter, on entend un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de gens qui sont broyés par ce système-là. Puis il y a Cyrulnik qui vient nous parler de résilience. Et tout d'un coup, on se dit, tous ceux qui sont broyés, qui deviennent, je sais pas, quoi, par ce système, ils écoutent Cyrulnik, ils se disent, bah merde, alors qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour pas être résilient? Exactement. Oui, comment j'ai fait pour passer à côté du gène de la résilience? Ça ne produit pas grand-chose, quoi, à part de la culpabilité. C'est de la culpabilité. Ou alors, soit ça produit de l'héroïsme, soit de la culpabilité. Bah merci. Mais pour les masses, c'est de la culpabilité. Absolument. Absolument. Et rendre coupable de ceux dont nous ne sommes pas coupables. C'est pour ça que moi je pense que il est important. Je pense que je m'attaque à la résilience, c'est aussi une manière de dire que nous devons... je pense que c'est tout aussi thérapeutique de s'attaquer à la résilience que d'être résilient. C'est même beaucoup plus thérapeutique. S'attaquer à la résilience, c'est-à-dire cesser justement de se sentir coupable de ceux dont nous ne sommes pas coupables. Je vous assure, réfléchissez-y, vous allez voir, vous allez souffler. Vous allez souffler, plutôt que d'être dans une espèce de course à l'éco, cette histoire d'éco-anxiété et tout ça. Je pense que l'éco-anxiété vient du fait qu'en fait, on demande à chacun de devenir surhumain dans la catastrophe, et donc de porter la responsabilité quelque part de la catastrophe. Et donc cette notion d'éco-anxiété, là, qui est d'ailleurs une espèce
de trucs montés pratiquement de toutes pièces, quoi, en fait, pour caractériser finalement le fait que les gens ont peur, en fait. Les gens ont peur, c'est normal qu'ils aient peur, mais on leur dit, mais vous devriez vous sentir coupable d'avoir peur, en fait. Vous devriez avoir honte d'avoir peur. C'est pour ça qu'ils deviennent effectivement anxieux, en fait. Mais à la base, encore une fois, la peur de chacun face aux catastrophes présentes ou à venir est tout à fait légitime, et même nécessaire, sinon ça voudrait dire qu'on est des machines, des robots. Donc oui, la culpabilité, moi je crois qu'il faut apprendre à se déculpabiliser en luttant contre la résilience. Je pense que parce que la résilience nous met sur le banc d'accusation, quoi, d'une manière honteuse, quoi, en fait, d'une manière terrible. Tout en prétendant être une thérapie, en fait. Tout en prétendant nous soigner et nous amener à rebondir dans la joie, mais c'est complètement illusoire, en fait. Parce que le malheur ne peut pas produire du bonheur, en fait. Ce n'est pas vrai, ça. Il n'y a pas de... C'est pas ce que dit la résilience. Hein. Si, c'est ce qu'elle dit. Le merveilleux malheur, Cyrulnik, 1999. Et c'est ce qu'il répète depuis. C'est pas tout à fait ça, c'est Si, de surmonter un malheur. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a la gestion de risque, dont vous dites, et c'est vrai que c'est important, de savoir gérer les risques potentiels de phénomènes. Et il y a le fait de, s'il arrive quelque chose, gérer le choc émotionnel que ça peut faire. Après, je ne suis pas sûr que l'utilisation politique du terme de résilience soit la même chose que l'utilisation, on va dire, psychosociale de la résilience pour les gens qui font des dépressions, des burn-out, etc. Citez-moi un exemple. Pourquoi vous dites ça? Donnez-moi un exemple de résilience. Vous connaissez des gens qui sont résilients? Vous en connaissez? Non, mais c'est pas une question de connaître les gens, c'est juste que c'est une définition d'un terme. Où sont-ils, les résilients? Moi, je voudrais bien les voir. Les résilients individuels, psychologiques, où sont-ils? Où est la preuve de la résilience? Moi, j'ai discuté avec un scientifique américain qui est un pro-résilience à mort. C'est un mec qui a travaillé sur les catastrophes de 2001, les tours et tout, et sur les victimes de 2001. Et je lui ai dit, mais franchement, il était à Fukushima, parce qu'ils ont été mobilisés à Fukushima, ces gars-là, pour venir vendre leur soupe de résilience. Je lui ai dit, mais franchement, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de cas concrets de résilience? Est-ce que vous pouvez me dire que scientifiquement, vous avez des critères qui vous permettent de mesurer l'efficacité de la thérapie de la résilience que vous préconisez? Et il m'a dit non. Il m'a dit non, je n'ai pas de critères scientifiques. Voilà, c'est tout. Comment? Il y a des choses qui sont étudiées au niveau de la résilience. Peut-être que l'environnement familial, ça permet plus ou moins de résilience. Mais après, la résilience, c'est un phénomène, c'est pas une thérapie. Il y a d'autres thérapies. Comment? La résilience, c'est pas une thérapie, c'est un phénomène. C'est le fait de pouvoir surmonter. Ah non, ça se prétend être une thérapie. Ça... Bah oui, quand même. Okay. Quand vous lisez Cyrulnik, quand même, il soigne les gens avec ça, quoi, quand même. Bon, en tout cas, il prétend que les gens se soignent avec ça, quoi. Donc, je suis désolé, mais... J'ai l'impression, dans ce que vous dites, que c'est une technologie au service d'un truc que vous abordez pas, c'est la mise au travail. Et la mise au travail? Ouais, la production capitaliste, quoi. Ouais. De rentrer dans la chaîne et de toujours pouvoir produire plus sans cesse, et d'être moins en arrêt de travail ou moins en arrêt de production, peut-être. Je sais pas si vous avez abordé ce... Non, mais c'est vrai que de plus en plus, la manière de gérer les accidents du travail, en fait, est une manière résiliomaniaque, puisqu'elle consiste à responsabiliser l'accidenté du travail dans l'accident qu'il subit, en fait. La législation évolue dans ce sens actuellement, oui, bien sûr. De plus en plus, on peut dire que ce qui peut arriver dans le monde du travail en termes de confrontation au risque, etc., est de plus en plus ramené à la responsabilité de l'individu et non pas de l'entreprise qui l'a amené à prendre des risques. En fait. C'est vrai chez les travailleurs du nucléaire. Comment? C'est vrai chez les travailleurs du nucléaire. Les nucléaires, ils sont les plus avancés en la matière. Mais pas uniquement, enfin, je peux apporter un témoignage. J'étais en formation au travail aujourd'hui et c'était une neuroscientifique qui faisait la formation précisément sur comprendre la charge mentale au travail et savoir y faire face. Et parmi les techniques de savoir y faire face, il y avait effectivement savoir faire preuve de résilience de façon à baisser la charge psychologique. C'est le terme qui a été utilisé. Elle se revendiquait d'un sociologue au travail qui s'appelle Christophe Dejour, qui est plutôt perçu comme étant quelqu'un de progressiste.
Ouais, enfin plutôt de progressiste en tout cas, dans le terme de la prise en charge des souffrances psychosociales au travail. Quoi. Oui, mais il y a une invasion totale là, de la notion partout, effectivement. Ouais. Mais qui en fait correspond à une responsabilisation individuelle de choses dont les individus ne sont pas responsables. De plus en plus, on pousse le bouchon. Alors c'est le bouchon néolibéral en fait. Oui, c'est évidemment. En fait, bon, ça c'est pas nouveau. Par rapport au rapport, là, ça a été quoi les réactions par rapport à ce rapport en fait? Aucune réaction. C'est hyper idéologique, c'est orwellien, c'est complètement... comment il s'appelait l'autre après, on cite toujours Orwell, et puis... oui. Comment l'autre... c'est méchant. Weiss, c'est pas Weiss je sais plus. Enfin, oui, c'est effarant ce texte que vous avez lu, c'est délirant. C'est la triste réalité de nos... Mais oui, mais c'est le programme qui nous attend actuellement. Je voudrais savoir, concernant Cyrulnik et le concept de résilience, c'est un mec qui est hyper populaire, il est passé à Rennes ici, il y a toujours plein de monde à aller le voir et tout. C'est quoi son rôle dans le gouvernement Macron parce que Cyrulnik ? Cyrulnik, ouais. Alors, il a été amené à jouer plusieurs rôles. D'une part, il a été... 2019, il a été formateur pour... oui, il a été formateur pour les armées. Il est allé faire des séminaires pour le ministère des Armées en France. J'ai les références dans le bouquin, parce que c'est pas mon habitude de faire du brodage. Donc, tout ce que je dis est documenté. Même si j'ai une très mauvaise mémoire, mais par contre j'écris et vous pourrez trouver les sources si vous voulez consulter les paroles de Cyrulnik lors de ce séminaire des armées. Donc il a travaillé pour Macron à ce titre-là. Il est très proche de Macron depuis le début, en fait, depuis l'arrivée de Macron. En fait. C'est pourquoi Macron a intitulé sa politique Covid-19 Opération Résilience en 2020. Vous le savez, ça. Bon, c'est une banalité. Donc il a conseillé quasiment. Voilà, c'est un conseiller. Et il également. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il conseille les armées, c'est unique, mais également il est président de la commission de la petite enfance qui a rendu son rapport en fin 2021. Donc il est à la fois du côté des militaires et du côté de la petite enfance, quoi. Il est sur tous les bords, quoi, en fait. Peut-être qu'il prépare les petits enfants à devenir de bons militaires. Il se dit neuropsychologue. Oui. En fait, avant, il est vécu ce mec-là comme psychanalyste, en fait. Oui. Mais non, il a plusieurs casquettes. Enfin, il se dit neuropsy. Donc absolument. Et dans un de ses bouquins, c'est l'avant-dernier, enfin je sais pas, il en écrit un tous les 6 mois. Eh bien, j'avais lu ça dans la presse, parce que je ne vais pas me fatiguer à lire des bouquins comme ça, bon, c'est absolument ignoble, quoi. Mais il y avait un entretien dans Le Monde, dans l'IB, que je vous conseille, vous retrouverez, où en fait, il prétend que nous avons en nous une espèce de gène de Jésus, quoi, en fait. Donc, ça aussi, c'est un facteur de résilience très fort. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, la sociopsychologie des années 40 des États-Unis, où on parlait de la foi comme facteur de résilience, comme vecteur de résilience. Il est scientifique, ce gars-là, enfin, il a une formation scientifique en sciences dures. Je sais pas, je couche pas avec lui. non, mais je veux dire, s'il est psychanalyste, il y a peu de chance, quoi. Enfin, oui, je sais pas ce qu'il est, c'est un gourou. Non, ouais. En fait, il est dans les deux, c'est-à-dire qu'il est neuro, tu vois, un neuro, parce que les psychanalystes, c'est neurologie. Ouais, c'est un gourou. Ça va pas ensemble. Lui, il fait un mix des deux, en fait. C'est pour ça qu'il se dit neuropsychologue. Oui, On va bien savoir qu'est-ce qu'il a fait comme formation là, en neuro. Je n'ai pas passé ma vie à étudier le cas Cyrulnik parce que... Non, bon, oui, il m'intéresse un peu comme ça, parce que j'ai un fils autiste et il a dit une connerie. Ah oui. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire en Dieu dans Psychothérapie de Dieu, par exemple. Or, j'ai un fils autiste non-réalisant qui est croyant. Son père est à la FA, et lui, c'est paradoxal. Comme quoi, c'est pas l'influence des parents. Et il a pu le prouver en l'écrivant, parce que c'est un des rares autistes qui communique par... donc ça, c'est pas encore prouvé scientifiquement non plus, mais il se trouve qu'il y a des autistes, par exemple, non réalisants, qui communiquent, maintenant on le sait, enfin, c'est même Chevonnet qui le dit.
dont 5 cas très rares ici en France d'autistes non-réalisants qui communiquent. Et il se trouve qu'un jour, il m'a avoué qu'il était croyant, quoi. Enfin, il a voulu être baptisé, quoi. C'est un grand dilemme dans ma vie. Mais en fait, il a voulu aller voir Boris Cyrulnik à Rennes, quand il est passé à Rennes, pour lui dire pour le contredire, parce qu'il avait dit, Boris Cyrulnik, qu'un autiste comme lui ne pouvait pas croire en Dieu. Donc, psychothérapie de Dieu. Ouais, c'est même un mec qui fréquente l'église où il allait, un gars qui lui avait dit, tiens, t'as vu, il y a Boris Cyrulnik qui dit que tu peux pas croire en Dieu.